Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Merci Louazani pour cette présentation et cette mise en évidence de votre engagement et de l'engagement de votre père dans tout ce qui est dans ce combat par la plume, justement, comme vous le décrivez si bien. Et merci aussi je vous félicite pour votre présence active sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans la transmission du savoir. Et voilà, je me ferai un plaisir de me regarder sur Internet après cette conférence. Donc je pense qu'il est évident aux yeux de tous, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, que la culture est aujourd'hui un chantier urgent. Surtout dans un monde où on est passé à une ouverture tellement rapide que ça a généré des frayeurs, des incompréhensions et beaucoup de repli identitaires. Il est urgent donc de se présenter à l'altérité. Mais avant cela, il faut se connaître avant de se présenter. Se connaître, c'est-à-dire se connaître soi-même, connaître son prochain, savoir ce qui nous lie, ce qui nous rapproche. Et à partir de là, la culture devient une sorte de matrice réunificatrice qui annonce notre psyché, qui la met en valeur et qui parle pour nous. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toute la culture, mais spécifiquement du livre, parce que c'est un objet tellement discret. Pourtant, il est porteur, il concentre le sucre de la pensée humaine. Il est discret, limite oublié, et pourtant, sa consommation constitue un acte solitaire, facile et sûr d'évolution et personnelle et citoyenne. Mais moins est sûre la conscience de l'importance de cet objet, puisque l'accès au livre continue à se heurter à des barrières diverses. Nous continuons à lire des chiffres émanant d'institutions internationales sur la lecture au Maroc, et on nous sort des données du genre le Marocain lit 2 minutes par an. Heureusement qu'aujourd'hui il y a des institutions marocaines qui prennent ces chiffres-là, qui prennent cette évolution-là au sérieux et fait un travail beaucoup plus pointu pour une évaluation de la qualité du livre et de la lecture au Maroc. Alors on en parlera ce soir avec notre conférencière que j'ai toujours le plaisir de retrouver, mettant l'accent bien sûr sur le rôle du livre dans la démocratisation du pays. C'est qu'on est loin de la simple lecture plaisir, en tout cas tout au long de cette conférence. Alors Kelsas Fluey, pour ceux qui la connaissent pas, est docteur en littérature comparée à l'université Paris 4 Sorbonne. Sa thèse portant sur la revue Souffle a fait l'objet d'une première publication sous le titre Souffle, espoir de révolution culturelle au Maroc, paru en 2013, en 2012 plutôt, aux éditions Sirocco. Il a gagné le prix Grand Atlas en 2013. Mais il est aussi journaliste culturel et critique littéraire qui a pendant très longtemps géré une rubrique, la rubrique littéraire au journal Hebdo, avant de collaborer de façon beaucoup plus indépendante à des publications comme telles qu'elles, Dictique et Economia, où il continue à collaborer actuellement. Et il a également co-dirigé l'œuvre Casablanca Robert, qui est un recueil de nouvelles publiées sur Casablanca. Et avec des militants des livres, elle a été l'instigatrice des cafés littéraires. Alors, les premiers cafés littéraires, avant que ça ne devienne répandu, presque à la mode, les premiers cafés littéraires ont été organisés à Casablanca, à Rabat et même à El Jadida. Avec toi? Oui, je me lance des fleurs aussi. Alors, c'était à l'initiative de Kelsas Fluey. Et puis après, la toute dernière aventure qui est très belle, très jeune mais très belle, c'est les éditions Toutes Lettres, qu'elle a fondées avec Hicham Koudeifa, où elle publie dans plusieurs enquêtes des livres de très grande qualité. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors parmi ces livres, il y a le livre à l'épreuve des failles de la chaîne au Maroc. C'est de dire que la personne ici présente connaît très bien le sujet. Alors on va certainement parler de ces failles, des problèmes, mais avant cela, peut-être qu'il vaudrait mieux commencer par expliciter, si possible,
sans faire de la littérature, ce lien sine qua non entre livre et démocratisation. Merci Fédois, merci Madame Mozzani pour votre accueil et merci à tous pour votre présence généreuse en plein milieu de la semaine. Je voulais préciser peut-être, avant de te répondre, d'où vient ce livre. En fait, c'est un livre que nous avons décidé avec Hicham Claudefa lorsque nous avons appris que le Maroc était invité d'honneur à Livre Paris. C'est une opération qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été très coûteuse pour le Maroc, parce que prendre un stand dans les salons internationaux, on n'y va pas les mains dans les poches, donc ça a été un investissement considérable de la part du Maroc. Et moi, ça m'avait interpellée, parce que je me suis dit, mais c'est une opération de diplomatie culturelle, pourquoi pas? Mais l'exercice professionnel que j'avais, que tu as évoqué, Fédois, m'interrogeait justement sur la pertinence de mobiliser des moyens considérables pour une opération de diplomatie culturelle quand nos concitoyens n'ont même pas la base élémentaire qui permettrait de justifier de participer à un des plus grands salons internationaux. Nos meilleurs écrivains publient en France pour les francophones, au Caire ou à Beyrouth pour les arabophones. Le Maroc n'est toujours pas le centre de gravité de sa production éditoriale. Et je souhaitais vous donner quelques chiffres peut-être pour asseoir le débat. Alors, nous sommes à peu près 34 millions de concitoyens marocains. Nous avons au grand maximum 600 bibliothèques dans tout le pays, sachant que nos zones rurales et montagneuses sont complètement exclues de ces circuits. Si vous faites le calcul, ça vous fait une bibliothèque pour 115 000 personnes, à supposer que les gens soient pris d'une fureur de lire au même moment, ça risque d'être légèrement encombré. Malheureusement, on n'est même pas à gérer ces situations d'encombrement. Les 600 bibliothèques publiques que nous avons sont pour l'écrasante majorité des coquilles vides. C'est-à-dire qu'on raisonne en termes de stock et non pas de fonds. Ce sont des bibliothèques dont le fonds a été acquis à une période donnée et n'a plus été enrichi. Nous disposons de très peu d'éléments pour savoir exactement ce que nous avons dans les bibliothèques. Il y a un travail qui est en train d'être fait par le ministère de la Culture à la direction de la lecture publique, justement pour essayer de rénover progressivement. Mais je reviendrai sur ce point dans un deuxième temps. Mais pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que les bibliothèques, déjà, sont trop peu nombreuses et celles qui existent ne sont pas du tout à jour pour transmettre un fonds moderne pour préparer nos concitoyens à partager avec eux les outils pour affronter sereinement les défis du XXIe siècle. Encore moins pour partager le goût de la découverte et de la lecture et du plaisir de la lecture et de l'apprentissage. Ce qui pose également la question du statut du livre dans notre société, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un rapport utilitaire au livre. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu une massification de l'accès à l'école, même si les taux d'analphabétisme sont encore indignes des défis de 2018, avec 40% d'analphabétisme. Mais on pourrait dire qu'on a quand même 60% de nos concitoyens qui sont à même de lire. Ça vous fait des tirages pour les livres scolaires de l'ordre de centaines de milliers d'exemplaires. Donc ce sont des marchés très lucratifs qui pourraient être évidemment un levier économique pour le pays. Mais quand on passe à la littérature générale, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas imposés dans un circuit scolaire, les tirages chutent à 1000-1500 exemplaires. Ce qui veut dire qu'on a raté le coche en termes de transmission du goût de la lecture. Les gens qui lisent en général pour se documenter pour leurs activités professionnelles,
Et assez peu, l'idée de lecture plaisir est très très peu répandue et partagée. Un best-seller, c'est 2000 exemplaires. Un tirage moyen met 4 à 5 ans à s'écouler. Ce sont les tendances générales que font remonter nos confrères dans l'édition. Donc on peut se dire qu'il y a quand même un vrai problème de lacune institutionnelle. Donc connaissant ces données-là, que je m'interrogeais justement sur la pertinence de proposer le Maroc. Alors, quelle que soit évidemment la richesse de la littérature marocaine, ça c'est une autre problématique, quels que soient les enjeux géostratégiques auxquels il faut répondre en montrant quand même ce que nous avons à partager, c'est une chose. Mais en termes de mobilisation des ressources, je m'interrogeais sur la pertinence de l'allocation de ressources aussi importantes pour prendre un stand à l'IFPARI, alors que le ministère ne cesse de se plaindre, le ministère de la Culture ne cesse de se plaindre de l'exiguïté de son budget et de la difficulté à poursuivre sa mission. Par exemple, la directrice de la lecture publique au ministère me disait « Je préfère consacrer les ressources dont je dispose à former les bibliothécaires des bibliothèques qui existent déjà et renforcer déjà ce réseau-là plutôt que m'éparpiller et créer d'autres bibliothèques. » Et là, on s'étonne quand même. Ce sont des propos, peut-être des choix que peuvent faire des directeurs d'associations ou d'ONG, mais dans la bouche de gens qui sont des représentants du ministère de la Culture, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc voilà, en termes de faille de la chaîne, pour répondre à ta question, le problème, en termes de démocratie, qui dit démocratie dit d'abord égalité des chances. Et là, les quelques chiffres que je vous ai proposés montrent très clairement qu'on est très inégaux déjà dans l'accès aux livres et donc dans l'accès à ce droit humain qui est le droit à la culture, d'une part. Ça pose également la question de la valeur des diplômes remis à l'échelle nationale, parce que il y a eu une politique de création d'universités dans différentes villes du Maroc. Or, il y a des universités dans des villes où il n'y a même pas une bibliothèque, ni une librairie digne de ce nom. Quelle est la valeur des diplômes qui sont délivrés quand les étudiants n'ont pas accès au savoir? Alors maintenant, on a peut-être cette petite fenêtre d'abonnement à des plateformes de ressources électroniques, mais ça ne peut en aucun cas se substituer à l'accès aux livres physiques. Parce que qui dit accès aux ressources électroniques dit accès à des ordinateurs, il y en a toujours beaucoup moins que le nombre de livres disponibles, et comme il y a une massification de l'accès à l'université, je vous souhaite bonne chance pour faire la queue devant les ordinateurs disponibles si vous avez un peu de conscience et que vous avez envie de faire vos études et de passer 3 heures à travailler un texte quand vous avez 20 personnes derrière qui font la queue. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc en termes d'accès, il y a un problème absolument considérable. Le deuxième volet du problème tel que j'ai souhaité l'aborder, c'est l'opportunité ratée en termes de développement économique. Alors si mes souvenirs sont bons, parce que mon rapport aux chiffres est celui d'une littéraire, et donc j'ai toujours besoin de mes grands bêtes. Oui, un autre chiffre aussi en termes de... Voilà. Si on compte que les bibliothèques du ministère de la Culture, qui sont recensées sur le site du ministère de la Culture, il y en a 297, on a 1503 communes au Maroc. Donc on n'a même pas une bibliothèque par commune. Et je ne vous parle même pas des bibliothèques d'école. Le nombre de témoignages qui vous disent soit il n'y a pas de bibliothèque, soit il y a une bibliothèque mais elle est fermée, soit il y a une bibliothèque mais les livres ne sont pas adaptés à l'âge des enfants. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne touche pas à ce... C'est bon? Non. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai eu le témoignage d'une personne qui a
qui a été chargé de monter une bibliothèque, de financer la rénovation d'un collège. Et notamment, donc ils ont eu la bonne idée de prévoir dans ce projet de rénovation la mise en place d'une bibliothèque, mais au lieu de faire les choses avec des professionnels jusqu'au bout, merci beaucoup, on a confié aux enseignants la charge de faire la liste des ouvrages à acheter pour un collège, donc tranche d'âge 10-14 ans. On a acheté tous les types de recueils de hadiths que vous voulez, ainsi que une liste de littérature intégriste sur les tourments de la tombe et tout ce qu'enduraient les méchantes dames comme nous, qui ont le mauvais goût de ne pas porter de voile. Je vois pas ce que ces livres ont à faire dans une bibliothèque à destination d'enfants. C'est totalement contre-productif, ça va les dégoûter de la lecture, et puis en plus, on peut douter sincèrement de l'intérêt de cette prose-là, quoi. Enfin, alors, peut-être pour revenir à ce livre, le livre, je le rappelle, a été écrit sous forme d'enquête, oui, et pas d'essai. Pourquoi ce choix? Alors ça, c'est parce que c'est la logique de la collection que Evan Rodeifa, mon équipe et associé, a fondée. C'est une collection qui est dédiée au journalisme d'investigation, et l'idée était d'aborder un thème à travers plusieurs histoires. Nous avons un peu évolué depuis, parce que cette année, nous avons publié dans cette même collection les travaux d'une chercheuse universitaire sur un seul sujet. Donc la collection elle-même est ouverte et évolue. Mais je trouvais que pour aborder cette question du livre, et pour peut-être essayer de toucher plus facilement un lectorat qui se sentirait peut-être moins spécialisé, moins touché par un thème qui jugerait trop spécialisé, j'ai voulu humaniser. J'ai voulu raconter plein d'histoires, et notamment d'histoires de gens qui travaillent dans le secteur du livre. Donc j'ai par exemple une histoire, le chapitre qui s'intitule Une bibliothèque comme un point d'eau, c'est le portrait d'un monsieur qui s'appelle Moubalek Chinsoufi et qui a créé dans son village natal, dans la région de Taounet, une bibliothèque. En fait, l'idée c'était, quand il a pris son DVD du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a créé une association de développement local pour son village natal. Et sa conviction était que si on voulait vraiment développer le village, il fallait absolument un projet culturel, parce que tous les projets économiques risqueraient d'être kidnappés par les puissants du coin. Et donc c'était beaucoup plus profond et solide de proposer une approche par le biais de la culture. Donc il a créé une bibliothèque qui est devenue un lieu de vie pour tout le village, avec des cours de soutien scolaire, avec des cours d'alphabétisation et d'éducation non formelle, avec des ateliers d'éducation à la citoyenneté. Il a fait un travail absolument exceptionnel. Tout l'argent de son DVD y est passé. Je trouve que c'est une aventure absolument admirable, qui mérite d'être saluée, mais qui mérite aussi de montrer à quel point les initiatives de la société civile sont des sonnettes d'alarme. Les gens ont conscience de la gravité de l'absence du livre et d'espace de lecture publique dans notre pays, et ce sont des initiatives pansement. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à une politique publique, parce que, par exemple, ce monsieur étant retraité avant son âge, sa santé se fragilise, il a récemment eu des problèmes de santé sérieux. On ne peut pas faire reposer un enjeu de société aussi important que sur du bénévolat et sur des structures fragiles en elles-mêmes, qui dépendent de mécénat ou de subventions, et qui ont un gros point d'interrogation sur leur relève, étant donné que ce ne sont pas des activités génératrices de revenus, que les emplois qui sont créés sont des emplois avec des petites rémunérations, et donc c'est extrêmement difficile de pérenniser ces activités. Donc si l'État ne prend pas à bras-le-corps ce sujet, on est sans solution. J'ai un chapitre peut-être beaucoup plus optimiste sur les nouveaux passeurs de livres, parce que là, c'était montré qu'après 2011, il y a eu vraiment une prise de conscience de l'importance de créer des clubs de lecture, des lieux de débat, mais que le numérique est venu à la rescousse de tous ces éléments, puisque je recense un certain nombre d'initiatives qui sont nées sur Facebook,
Facebook ou dans les réseaux sociaux pour créer des petits cercles qui ensuite allaient se retrouver dans un café ou dans l'espace public pour organiser des lectures, des débats. Et parmi ces groupes-là, je souhaitais saluer le travail absolument exceptionnel du réseau de lecture au Maroc, qui est à l'initiative d'un groupe de professeurs. La présidente s'appelle Rachida Rokli, elle est professeure de neurobiologie à la fac de Ain Chouk à Casablanca. Elle fait un travail absolument exceptionnel. Et là, au Salon du Livre, ils ont présenté une première enquête sur les pratiques de lecture des Marocains qui nous rassure énormément par rapport à ce chiffre des 2 minutes qu'on n'a jamais, on n'a jamais su d'ailleurs comment il avait été calculé, mais là il y a des résultats qui montrent qu'on a 11% de grands lecteurs au Maroc qui lisent plus de 24%, ce qui en fait de grands lecteurs par an. Oui, mais avec des résultats très détaillés en termes de choix de lecture, avec une grande priorité donnée à l'essai, à la littérature internationale. Dostoïevski, par exemple, reste parmi les grands noms, Camus, Quito de Sartre également. Hicham, tu as suivi beaucoup plus précisément que moi cette enquête, en tout cas pour vous dire qu'il y a quand même dans notre pays des gens, des groupes, des structures qui sont extrêmement actives en vue de ramener le livre au centre du débat public. Parce que vous avez soulevé la question de l'utilité du livre à l'heure du numérique. Aujourd'hui, plus que jamais, le livre est absolument central parce que c'est le seul vrai outil de démocratisation. Pour parler de lecture numérique, ça veut dire qu'il faut avoir un accès à Internet, donc ça veut dire qu'il faut avoir soit un téléphone assez performant pour pouvoir lire quand même sur un écran plutôt agréable, pour rayonner vers d'autres pages. Et aujourd'hui, j'ai vu des études justement sur le fait que si il y a vraiment une fracture sociale qui se duplique dans le monde du numérique, parce que si vous ne venez pas d'un milieu lettré, cultivé, instruit, qu'est-ce que vous allez faire sur Internet? Vous allez regarder les réseaux sociaux, vous allez chatter, vous allez voir des films, mais vous n'allez pas maîtriser les outils de savoir, ni même les outils nécessaires à la vie professionnelle. Vous n'allez pas travailler sur Word, par exemple. Vous ne connaîtrez pas les Excel, les PowerPoint, qui sont aujourd'hui absolument indispensables dans n'importe quel métier, du moins les métiers liés à l'écrit. Donc, tout ce potentiel d'ouverture que peut proposer l'Internet, vous n'y aurez accès que de façon très lacunaire, parce que vous n'aurez pas les outils pour chercher. Voilà. Et donc ça risque d'amplifier une fracture sociale et une fracture culturelle qui existe déjà entre ceux qui sont analphabètes, ceux qui sont illettrés et ceux qui sont lettrés et cultivés. C'est agréable de te parler, Kenza. Alors, peut-être que souvent quand on parle des problématiques et du problème de la lecture au Maroc, on sent souvent le Marocain ne lit pas. On met souvent le lecteur dans la case d'accusation, mais finalement, pour faire un livre et pour déjà sortir un livre, il y a tout un ensemble de professionnels qui sont aussi responsables du livre, de sa qualité, de sa transmission, de sa diffusion. Alors, il y a énormément de problèmes sur ces sujets-là. Tu pourrais nous expliquer. Tu me fais penser que justement je suis partie par des chemins de traverse alors que j'étais en train de vous chercher un chiffre tout à l'heure. Alors le secteur édition, imprimerie et reproduction au Maroc ne représentait en 2014 que 0,9% du chiffre d'affaires global du secteur industriel. C'est rien. Et sachant que dans ce chiffre, vous avez deux choses qui devraient peut-être être prises à part, mais je n'ai pas eu accès aux détails, donc qui me permettraient de nuancer. Dans ce chiffre-là, vous avez le chiffre du scolaire, dont je vous ai dit que c'était l'écrasante majorité des tirages. Et vous avez le chiffre d'affaires des imprimeries,
qui aujourd'hui font l'écrasante majorité de leur chiffre d'affaires sur des travaux de communication, donc l'impression des affiches, des prospectus et de tous les travaux qui ne sont pas directement liés aux livres de littérature générale. Donc ça laisse vraiment quasiment rien à la part de la création intellectuelle dans notre économie. Ce livre m'a permis aussi de comprendre un peu comment fonctionne la chaîne. Et pour vous résumer de façon très, très schématique, vous avez d'un bout à l'autre, à un bout et à l'autre de la chaîne, des éditeurs et des libraires qui sont des... L'auteur. Non, mais je parle de chaîne économique, je parle de structures. Ce sont des structures misérables, extrêmement fragiles, qui sont dans une très grande précarité. Et au milieu, la chaîne de distribution, qui est tenue par des multinationales. Alors, pour en citer deux, parce que je trouve que c'est les exemples les plus flagrants, vous avez la Librairie Nationale, qui est la filiale à 100% du groupe Hachette Livre, qui est le troisième groupe d'édition mondiale. C'est un mastodonte. Et vous avez Soge Press, qui a été racheté par la multinationale Prestalis, et toutes les deux font leur chiffre d'affaires sur le scolaire, sur la presse et sur le livre importé. Pour vous donner alors en moyenne, le livre marocain tourne autour de 62 dirhams. Le livre importé est autour de 200-250 dirhams en moyenne. Donc ces sociétés s'intéressent beaucoup plus aux marges qu'elles peuvent faire sur des livres dont le coût est beaucoup plus élevé. Et ce qui vous vaut ce spectacle assez hallucinant. Moi, j'ai grandi à Paris, je rentre dans une librairie, l'essentiel de ce que je vois sont des productions locales. Ici, vous rentrez dans n'importe quelle librairie, vous avez à 98% des productions importées, que ce soit en français ou en arabe, c'est exactement la même chose. Et les éditions marocaines, en général, elles sont dans un coin parce que elles sont peu mises en avant en raison de ces questions justement de prix du livre. Donc ça pose quand même un problème de transmettre les livres qui sont publiés au Maroc, de les faire parvenir au lectorat marocain. Les éditeurs d'avoir un peu des idées plus fines de ce que les gens demandent, et ça peut même jouer sur les tirages. C'est-à-dire que dans des pays où il y a une chaîne du livre assez solide, ce travail il est fait en amont de la sortie du livre. On n'attend pas d'avoir le livre physiquement prêt, sorti de chez l'imprimeur. Ce travail est remonté à quelques mois avant que le livre parte chez l'imprimeur, et ça permet de déterminer le chiffre du tirage initial, donc par exemple d'avoir une estimation précise de ce qu'on peut espérer comme vente et éviter d'avoir des stocks qui restent traînés, ou au contraire pouvoir augmenter les tirages, donc faire baisser le coût de production. Mais aujourd'hui, personne ne fait ce travail, et c'est réellement problématique parce que du coup tout le monde travaille à l'aveugle, et c'est un secteur donc assez aigri en raison des difficultés économiques qui s'accumulent, et puis qui n'est pas prêt de sortir de ce problème-là si on n'agit pas sur ce maillon. Ça pose aussi le problème du grand déséquilibre des inégalités d'accès au marché public, parce que aujourd'hui, le temps fort qui permet de faire vivre une librairie toute l'année, c'est la rentrée scolaire. Or, elle se trouve en concurrence déloyale face aux remises que peuvent consentir les multinationales, parce qu'elles ont beaucoup plus de latitude pour jouer sur les marges, et donc consentir des remises qui disqualifient de fait les librairies indépendantes dont le réseau ne cesse de s'amenuiser. Aujourd'hui au Maroc, moi j'ai recensé 800 librairies. Il y en a une quinzaine qui sont des librairies professionnelles, avec des gens qui sont formés pour ce métier, qui savent ce que c'est un livre, qui savent comment le mettre en valeur, qui peuvent avoir un rôle de conseil, qui peuvent organiser des rencontres. Donc, disons 15 librairies professionnelles pour tout le Maroc, vous reconnaîtrez que c'est pas beaucoup. Le reste du temps, ce sont des employés qui sont là parce que c'est mieux que le chômage, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de passer un concours de la fonction publique pour s'en sortir, parce que c'est vraiment pas reluisant. Là, j'ai un chapitre sur les chercheurs de livres, parce que j'ai accompagné pendant quelques étés
étapes des documentalistes de la Fondation El Saoud tout au long du... voilà, qui vont hors de l'axe Gaza-Rabat pour chercher les livres qui échapperaient au dépôt légal. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point le secteur de la librairie n'attire pas des gens qui ont envie de travailler là-dedans. Il y a une filière métier du livre depuis une dizaine d'années à la faculté des lettres de Ain Shop qui est absolument exceptionnelle. Mais la plupart des étudiants travaillent 1 an, 2 ans dans ce secteur et puis vont rejoindre des branches plus lucratives comme la communication parce que le marché n'est pas prêt à accueillir des lauréats formés et à les rémunérer en conséquence. Donc on a un vrai problème d'adéquation entre une formation dont on a besoin parce qu'elle prépare vraiment des professionnels qui savent ce que c'est un livre, qui savent comment le budget du livre est passé de 2 millions de dirhams à 15 millions de dirhams. Maintenant, bien sûr, il y a plein de choses à dire sur la distribution de ces subventions. Mais il y a eu quand même à un certain moment une réelle volonté de faire avancer ça. On n'arrêtait pas de demander de l'argent au ministère, le ministère a mis de l'argent. Mais c'est pas la question de mettre de l'argent. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple. L'an dernier, nous avons répondu aux appels à projets du ministère de la Culture pour un livre qui s'appelle Islam et femmes, les questions qui fâchent, qui a d'ailleurs eu le prix Grand Atlas en novembre dernier. C'est un livre de Asma Moravet. Nous avons passé 15 jours à faire les dossiers parce que c'est évidemment des dossiers très techniques où il faut remettre une tonne de pièces. Donc pour une microstructure, c'est consacrer 2 semaines de travail juste à la constitution d'un dossier. C'est très lourd. Nous n'avons toujours pas eu la somme allouée qui était censée venir en préfinancement pour nous aider à faire ce projet. Là, ça fait plus d'1 an que nous attendons encore le versement de cette somme parce que le ministère des Finances n'a pas débloqué l'enveloppe au ministère de la Culture. Parce que le gouvernement a changé. Et en plus, on nous a accordé une partie dérisoire du budget et de la somme que nous demandions. Donc non seulement on passe 15 jours et on nous donne des cacahuètes, et en plus, on les a pas, les cacahuètes. Au bout d'1 an, on attend toujours nos cacahuètes. Donc je pense pas que ce soit un bon calcul du tout, alors que ce que j'attends du ministère, c'est déjà une politique, au lieu d'éparpiller des cacahuètes, parce que finalement on se demande quelle est l'utilité, ça n'aide pas véritablement les éditeurs, cette politique-là, parce que ça n'est pas des sommes significatives qui va vous permettre d'augmenter le tirage ou de baisser le prix auquel vous proposez le livre. Mais cette somme-là, pourquoi ne pas l'allouer à la formation de bibliothécaires ou à l'achat de livres pour alimenter les bibliothèques qui existent ou créer de nouvelles bibliothèques pour renforcer le réseau. Et puis surtout, ce dont on a besoin, c'est que le ministère agisse à 2 niveaux. D'abord au niveau législatif pour qu'il y ait vraiment lutte contre la concurrence déloyale des distributeurs vis-à-vis des libraires que je viens de vous décrire, mais également la lutte contre le piratage, parce que regardez Casa, regardez Rabat, regardez les grandes villes, les grandes artères sont envahies par la chasse avec des copies de pirates de livres qui sont imprimés dans des imprimeries des petits quartiers périphériques, une qualité dégueulasse, et qui font une concurrence encore à la librairie qui, elle, doit payer son loyer, ses charges, c'est très lourd. Et là, nos pouvoirs publics ne font strictement rien et tout le monde se renvoie la balle. J'ai justement un chapitre sur le piratage. J'ai eu des réponses assez aberrantes de la part du directeur du Bureau marocain du droit d'auteur qui, lui, me disait carrément que c'était le problème de la Bibliothèque nationale. Alors là, je crois qu'il n'a pas tout à fait compris quels étaient les enjeux du Bureau marocain du droit d'auteur. Donc quand je lui ai demandé de vérifier, il a quand même vérifié, il est revenu sur cette énormité. Et il me dit, oui, mais je ne peux agir que pour les personnes les auteurs qui sont inscrits, qui sont des adhérents du Bureau marocain du droit d'auteur, sachant que depuis sa création en 1965, donc en plein état d'exception, donc certainement pas avec comme but du jeu de conforter la sécurité financière et l'indépendance financière des artistes,
ce BMDA est déserté par tout le monde. C'est-à-dire très peu d'auteurs s'inscrivent au Bureau marocain des droits d'auteur qui n'a jamais joué le moindre rôle pour défendre leurs intérêts. Donc il y a un vrai problème d'orientation des politiques publiques à ce niveau-là. Alors, pour revenir aux prescripteurs du livre, alors on a parlé des bibliothécaires, des libraires, mais il y a les médias aussi. Alors, quel regard portes-tu sur les médias, leur rôle dans justement la prescription du livre aujourd'hui? Bien, je dois saluer tel quel Economia et Diptyque avec qui je contribue, toi, Radio 2M avec qui te donne une émission littéraire, mais il y a très peu de médias au Maroc qui accordent une vraie place dans leur projet à la culture. Ça reste toujours secondaire. Donc on sera toujours moins bien payé qu'un journaliste spécialiste d'économie ou de politique. Moi j'ai commencé en culture et j'ai choisi ce domaine-là parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection. Beaucoup commencent et dès qu'ils peuvent, ils montent entre guillemets en politique ou en société. Il y a une dévalorisation complète des cahiers culturels où de toute façon on ne va pas recruter forcément plein de journalistes, par exemple avec un spécialiste du théâtre, un spécialiste du cinéma, un spécialiste de la littérature. On peut rêver, hein, mais on n'y sommes toujours pas, parce que on pourra recruter plusieurs généralistes, mais on ne trouve pas nécessaire de recruter des personnes spécialisées. Donc il y a un enjeu, je pense, de valorisation de la place de la culture dans notre société qui est assez, qui est un véritable défi. Concernant le prix du livre, tu as dit tout à l'heure que le prix moyen tournait autour de 60 dirhams, un prix que la majorité des consommateurs rencontraient, des lecteurs rencontraient potentiels, rencontrés au ciel, au 24e ciel, trouvent très cher. Alors, on a des éditeurs qui travaillent sur des collections de poche avec des livres à 10 et à 20 dirhams. Et pourtant, personne ne va les chercher. Donc, quelque part, est-ce que le prix est vraiment cher par rapport, par exemple, à des pays du Maghreb, par exemple, et est-ce que le problème se situe au niveau du prix? Il y a la question du prix et il y a la question de la valeur qu'on accorde à l'objet. Je ne dirai jamais à un étudiant qui trouve qu'un livre à 65 dirhams est trop cher parce qu'il a raison. Quelqu'un qui a une bourse misérable pour vivre, c'est pas à lui que je ferai des reproches. Et là, on a présenté, par exemple, nous venons de traduire en arabe la leçon inaugurale au Collège de France de Patrick Boucheron, que nous sommes allés présenter à l'université de Hangzhou. Nous avons fait un prix spécial, le livre est à 45 dirhams, nous avons fait un prix spécial à 30 dirhams pour les étudiants. Il y a des étudiants qui sont venus me dire c'est trop cher, là je les ai engueulés. Je leur ai dit bon, d'accord, 30 dirhams c'est à peu près le prix d'un paquet de cigarettes, alors bon, enfin, vous n'allez pas me la faire d'une part, et d'autre part vous allez militer pour l'ouverture de bibliothèques publiques quand même, parce que c'est ça la question, qu'on ne puisse pas acheter parce qu'on a du mal à boucler ses fins de mois, c'est une chose, mais on peut louer, on peut emprunter, on peut acheter à plusieurs. Ou alors, on va pousser la porte du doyen et lui dire vous allez nous acheter ce livre parce qu'on veut le lire. C'est quand même dans les budgets des universités. Elles ont des budgets d'acquisition. Elles peuvent tout à fait acheter plusieurs exemplaires pour les mettre à disposition. Donc l'enjeu, c'est aussi cette mobilisation pour la densification du tissu de bibliothèque. Je suis désolée, quoi. Enfin, après, quand vous avez la mentalité c'est pas que là, Alix, c'est magnifique ce que vous faites, mais tu m'as pas encore donné mon exemplaire. Là, j'avoue que ça n'est pas la question du prix, c'est la question du formatage qui doit être qui doit être posé. Quand vous avez par exemple un libraire qui m'explique que il voit arriver dans sa librairie des gens bon chic, bon genre, qui ne meurent visiblement pas de faim, qui refusent d'acheter un poche à 90 dirhams parce qu'il l'en veut par terre dans la rue à 20 dirhams. Donc là, il y a un vrai problème de conscience de ce qu'on est en train de faire et de sa responsabilité en tant que consommateur. Voilà. Alors, on parle justement aujourd'hui, on a parlé de livres marocains, mais le livre de toute façon et la lecture en général de la littérature internationale et universelle est nécessaire. Mais pour revenir au livre marocain,
Justement, pourquoi il y a un problème de valorisation de la littérature marocaine? Est-ce que il n'y a pas un fond de relents colonialistes qui persiste quelque part? Je suis pas sûre, mais c'est-à-dire que l'édition, les maisons d'édition, elles sont récentes au Maroc. Hein. Je pense les années 60, les tout premiers auteurs qui se sont mis à écrire, ils publiaient en France parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition ici. Ou alors c'était des imprimeurs, des libraires imprimeurs. Il y a eu les revues culturelles qui ont joué un rôle. Il y a même des maisons qui ont disparu, comme les images. Oui. Il y a des maisons qui ont disparu. Il y a eu les revues culturelles qui ont lancé des maisons d'édition un Et peu il y a dans des leur revues sillage. qui sont devenues des maisons d'édition. Exactement. Comme la REMA. Le Souffle. La revue marocaine d'administration. Oui. L'invalidité et l'ouvrage. Mais la maison d'édition au sens de structure XARL, ça date des années 80, ça reste récent. Donc ensuite, il y a un temps de professionnalisation par rapport à ces métiers-là. Alors, vous parlez des écrivains qui par parlent. exemple, pour finir, peut-être par rapport à ta question, il me semble que on est de moins en moins dans l'idée que c'est publié en France, donc c'est mieux. Il y a des gens qui font un travail très sérieux et qui arrivent à se faire. Alors, je vous invite à lire mon petit livre et à soutenir ma petite maison d'édition indépendante. J'ai fait justement un chapitre où j'ai demandé aux auteurs qui sont partis partir pour exister. J'ai commencé en demandant à Leila Slimani, est-ce que si tu étais restée au Maroc, est-ce que tu penses que tu aurais eu la carrière d'écrivain que tu as eue? Elle m'a dit, j'ose espérer que oui. D'autres auteurs m'ont dit, j'ai publié au Seuil, pour moi c'était le Graal, mais j'ai été déçue parce qu'on m'a demandé un titre qui était plus ou moins racoleur et qui ne correspondait pas au message que je souhaitais faire passer. Donc il y a une espèce de distorsion entre les attentes d'un éditeur français par rapport à son marché et à l'image du Maroc qu'il souhaite proposer à son marché, et les attentes d'un écrivain qui a envie d'être compris dans sa singularité, dans la singularité de sa démarche. Il y a le fait aussi que quand on est, par exemple, par Benjeloun, qu'on est installé en France, c'est normal de publier en France parce qu'on est sur place. Mais quand on est, par exemple, un autre auteur qui est au Maroc et qui publie ailleurs, en espérant avoir accès à des circuits plus rodés, on achoppe sur le fait qu'on n'est pas sur place pour répondre aux journalistes, on n'est pas sur place pour aller prendre un café là où l'éditeur a ses habitudes avec la presse. Donc du coup, quand on regarde les résultats au final en termes de tirage et de vente, on n'est pas si loin de ce que font les bons livres en termes de chiffres par rapport à ce qui est fait au Maroc. Alors, il y a un chapitre sur la censure dans le livre. Est-ce qu'on peut être optimiste et dire qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de censure? Non, moi je suis pas optimiste parce qu'il y a une censure qui ne dit pas son nom et qui est une aberration d'un point de vue du droit. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, on n'a pas de censure au préalable quand on édite au Maroc, mais il y a une censure aux livres, un contrôle des livres qu'on importe. Alors évidemment, il y a un bureau qui dépend du ministère de la Communication, qui s'appelle le Bureau des publications étrangères, auquel les importateurs doivent soumettre la liste des titres. Et du coup, qui vise à vérifier les lignes rouges, entre guillemets, et avec une très grande sensibilité sur évidemment la question des cartes liées au Sahara occidental, la question de l'islam et la question de la famille royale. Donc ce sont les trois zones d'hypersensibilité. Qui sont d'ailleurs conformes au code de la presse et de l'édition. Enfin, ça n'est pas étonnant, ils n'inventent rien. Par contre, c'est leurs méthodes qui sont particulièrement inventives, on va dire, parce que donc, quand il y a un titre qui attire leur attention en vue du contrôle de ce qui est écrit par rapport à ces trois lignes rouges, l'importateur doit remettre un exemplaire. Et quand le livre ne plaît pas, on le laisse traîner dans la hiérarchie et l'importateur n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on ne donne jamais de réponse négative. Donc officiellement, il n'y a pas de censure au Maroc. Et donc on fait comprendre insidieusement aux gens qu'il vaudrait mieux pour leurs intérêts que ce livre ne rentre pas.
Et donc ça a créé, par exemple, des aberrations, parce qu'il y a quelques années, le livre de Mohamed El-Ftah, Le dernier combat du capitaine Niamat, a reçu le prix de la Mamounia, qui est un prix littéraire organisé n'importe comment, et il donne son prix, décerne son prix à titre posthume à feu Mohamed El-Ftah. Et là, les libraires se mettent à hurler en disant « Mais le livre est censuré, on n'a jamais pu le faire rentrer au Maroc ». Donc c'était, ça a été quand même un cirque qui nous a permis de pointer du doigt tout ce système qui est profondément malsain, parce que tout est centralisé à Rabat. Donc ça veut dire que les importateurs de tout le pays doivent envoyer un coursier, donc ça prend du temps, c'est coûteux. Quand il faut attendre pour récupérer ces exemplaires, et puis surtout ça pose la question de si on doit renvoyer quelque chose, comment le justifier vis-à-vis du fournisseur, enfin toute la question des remboursements. Donc c'est encore de nature à fragiliser encore plus le réseau des librairies indépendantes, quoi. Alors, la librairie indépendante, il y a la Virgule à Tanger qui a réussi à faire entrer le livre, je ne sais pas par quel biais, et il a fait une rencontre autour de cela l'année dernière, donc je tenais à le préciser. Oui, mais on a tous ramené ce livre dans nos valises. Oui. Mais après, c'est pas de nature à solidifier un marché. Enfin, moi, je veux dire, là, c'est un acte militant que nous avons tous fait, mais un livre, il devrait circuler. Et puis, on devrait faire comprendre que si le lecteur n'a pas envie d'acheter ce livre, il ne l'achètera pas. Mais ça n'est pas, nous sommes majeurs, on n'a pas à nous signaler des livres. D'autant plus que mon petit jeu, quand j'ai fait la tournée des librairies, eh bien, ça a été de débusquer les Mein Kampf et les autres protocoles des sages de Sion. Est-ce qu'on a besoin? Alors ceux-là, ils sont pas censurés du tout, hein. Enfin, ils sont importés, mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a besoin d'ouvrages comme ça dans notre pays? Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de propos haineux qui circulent à des prix hyper accessibles et un chef-d'œuvre de la littérature ne rentre pas? C'est un vrai problème, c'est une vraie question auquel les ministres à qui je l'ai posée n'ont jamais eu de réponse satisfaisante. Enfin, bon. Alors parmi les choses très importantes aussi qui aident un livre à exister et à circuler, c'est le travail de communication. Et là, à part peut-être 2 ou 3 maisons d'édition aujourd'hui au Maroc, les éditeurs malheureusement ne suivent pas leurs auteurs, leurs livres. Je présentais il y a 2-3 jours une auteure qui me disait qu'elle partait et qu'elle cherchait elle-même des partenaires pour organiser ses propres rencontres, qu'elle doit transporter justement ses propres livres en France dans ses valises, alors que l'éditeur a les moyens et la possibilité d'envoyer des livres, et que finalement elle ne peut pas transporter des milliers de livres, hein. Elle en a pris 16 parce qu'ils étaient quand même assez gros. Donc finalement, ce travail-là qui n'est pas fait, alors que des maisons d'édition françaises qui ont bien sûr les moyens, mais qui ont aussi la volonté et le savoir-faire, font un travail énorme d'un point de vue de commercialisation et de marketing. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose dont on a besoin ici au Maroc aujourd'hui? Absolument, mais c'est un travail aussi de professionnalisation maintenant. Je peux pas parler de ce que font mes confrères et consoeurs. Nous on le fait, ce travail d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait peu de livres, mais chaque livre, on essaye d'organiser au moins une 40aine de rencontres, parce que c'est comme ça que le livre peut rencontrer son public et qu'on est vraiment dans cette démarche, dans cet enjeu. Maintenant, il y a aussi une certaine défiance. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui mérite d'être commenté. Je suis régulièrement les publications de la Fondation El Saoud, et chaque année ils font un rapport sur l'édition. Là, on a 25% de livres publiés à compte d'auteur. C'est quand même assez haut. C'est une moyenne assez stable depuis quelques années, mais ça dit beaucoup de choses sur la défiance qu'il y a, parce que le métier d'éditeur n'est pas compris. On nous prend pour des mamans, on nous prend pour des psys, on nous prend pour des marchands. Enfin, le seul truc où on a du mal à s'imposer, c'est sur le travail du texte, parce que beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas d'autre mot à dire. Donc on doit faire énormément de pédagogie pour expliquer ce qu'est un éditeur. Beaucoup d'auteurs pensent que l'éditeur se fait du fric sur notre dos. Je m'excuse pour la tricalité de l'expression, ce qui est une assez grande aberration.
du moins dans les circuits qui respectent le droit d'auteur et voilà. Je pense qu'il y a un vrai travail de discussion mais après tout, je ne vais pas aller pleurer avec les auteurs, dans la mesure où sociologiquement, nos auteurs sont des gens qui sont quand même des privilégiés par rapport à l'ensemble de notre société. Souvent, ce sont des médecins, des avocats, des professeurs, des gens qui ont un certain niveau socio-professionnel et qui sont tout à fait outillés en termes culturels et même aussi en termes économiques pour aller voir leur éditeur, exiger la rédaction de contrats en bonne et due forme, le respect des contrats. Donc c'est très facile de plaider, de dire ouais mon éditeur il n'a pas fait ceci. Si vous n'avez pas, la première question en général, j'ai entendu pas mal de personnes se plaindre, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait une mise en demeure pour avoir tes relevés? Est-ce que tu as dénoncé ton contrat et repris tes droits puisque rien n'avait été fait? Ah non, alors qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi je pense que dans ce pays, il y a quand même des causes un peu plus graves. Quand vous voyez qu'il y a quelques mois, il y a 15 femmes qui ont été piétinées pour une distribution de denrées alimentaires de base, moi c'est là-dessus que j'ai envie de verser des larmes, et c'est pas sur les égos froissés de quelques privilégiés. Alors, peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle. Le rôle du ministère de l'Éducation et des universités dans la programmation des livres, est-ce que des livres marocains programmés dans le programme scolaire de nos étudiants, nos élèves, pourraient aider le livre? Ou est-ce juste inutile? Ça devrait, mais en même temps, ça ouvre la porte au piratage. Parce que tout ce qui est aujourd'hui, ce que vous retrouvez, ce sont des choses qui ont été, par exemple, la boîte à merveilles, piratée parce que programmée. Il y a un lien d'équivalence. Donc, ça serait effectivement génial que les classiques de la littérature marocaine soient évidemment proposés à nos enfants. Mais ça serait aussi génial que nos pouvoirs publics prennent à bras-le-corps ce problème, parce que si rien n'est fait et que le livre en moins d'une semaine se retrouve soit en PDF sur la toile, soit par terre dans les rues piratées, ça va pas faciliter non plus la consolidation du circuit, mais c'est absolument indispensable. Pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à comprendre la manière dont étaient constitués les programmes scolaires. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des commissions dans lesquelles les éditeurs puissent être représentés pour proposer les nouveautés. Ça va être peut-être une prochaine enquête que nous proposons de faire, parce que nous avons conscience, nous, de faire des livres peut-être que nous souhaiterions voir programmés et partagés dans les écoles, mais pour l'instant, on n'a que des points d'interrogation. Alors, il y a quand même au moins un point positif pour rester sur une note plus ou moins optimiste à partager. Oui, parce qu'on fait ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Voilà. On est au cœur de la réflexion. Nous avons une petite maison d'édition que nous avons créée, nous avons commencé à publier en 2014. Notre premier livre, Le métier d'intellectuel, dialogue avec 15 penseurs du Maroc, de Fatma El-Smous et Driss Tsikes, a eu le prix Grand Atlas en 2015. Et le livre de Hicham Khalifa, son premier livre, D'autres femmes, d'autres mulets, était en lice pour ce même prix. 2 ans plus tard, en 2017, nous avons eu les 2 prix Grand Atlas, le prix Grand Atlas pour Islam et femmes, les questions qui fâchent, d'Asma Mrabet, et Hicham Khalifa a eu le prix spécial du jury pour extrémisme religieux plongé dans les milieux radicaux du Maroc. Donc on a des prix, c'est aussi une consécration de notre démarche intellectuelle, ça nous donne un surcroît de visibilité dans les médias. Maintenant ça ne se traduit pas malheureusement dans les ventes, mais nous avons une maison d'édition qui est centrée sur les essais, que ce soit de vulgarisation de la recherche en sciences humaines ou d'investigation journalistique. Donc on a le sentiment d'être au cœur de l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Ce sont des choses absolument passionnantes. Et puis on a aussi
ce travail de plaidoyer pour faire ce métier dans les règles de l'art et puis consolider le secteur en espérant. Il y a une nouvelle génération d'éditeurs qui se lancent aussi, donc on n'est pas les seuls cinglés à nous être embarqués dans ce secteur. Il y a Culte qui fait un travail remarquable dans le domaine de l'art contemporain. Elle est à Rabat, c'est une maison d'édition adossée à une galerie d'art. Il y a Virgule Édition qui fait un travail aussi monumental sur le patrimoine littéraire, mais aussi des essais. Ils viennent de publier un livre de Selhan, ils publient Loakira, ils viennent de republier les œuvres complètes de Abdelaziz Mansouri. Ils découvrent aussi des jeunes talents. Il y a les éditions du Sirocco qui fait un travail remarquable depuis une dizaine d'années, à la fois dans le domaine du roman historique et de tout ce qui a trait à l'histoire du Maroc, mais aussi de la littérature contemporaine. Vous avez derrière vous Lamia Belada qui est publiée, qui est une des auteurs des éditions du Sirocco et une des voix les plus originales aussi de la littérature contemporaine marocaine. Donc on est quelques-uns à faire un travail par conviction et à essayer aussi à la librairie des colonnes, qui a des éditions qui publient une remarquable revue littéraire qui s'appelle Nejma et qui a fait beaucoup de choses dans le domaine de la traduction, notamment vers l'arabe, des classiques comme Belshraïbi, Lifta. Et puis il y a une société civile qui s'engage de plus en plus. Exactement. Qui organise des événements autour de